C'est parti. On démarre? Allez, c'est parti. Bah, écoutez, bienvenue à cet épisode numéro 17 de la saison 4 des Learning Happy Hours. On est ravis de vous accueillir, même s'il y a beaucoup d'absents liés à cette période de vacances de Pâques qui démarre sur la région parisienne notamment. Donc, j'imagine qu'on vous retrouvera et que vous nous retrouverez pour le replay de cet événement. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui une présence féminine, jeune, dynamique, qui va venir nous parler d'un beau sujet qui est celui du badge à la compétence. C'est Laura Collignon. Bonjour Laura. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, qui est donc qui travaille chez Youno et qui a une petite spécialité autour de ces beaux sujets qu'elle va nous partager aujourd'hui. Voilà, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole. On a ouvert vos micros, donc vous savez comment ça fonctionne parfaitement aujourd'hui. Si vous ne voulez pas interférer, ben vous les coupez. Et quand vous voulez prendre la parole, vous n'hésitez pas à le faire. Bonjour Jean-Marc, bienvenue. Voilà, donc je vous propose sans plus tarder, vous connaissez le mode d'emploi, le live maintenant et le replay quand vous le souhaitez, à consommer sans modération. Et je vous propose donc de passer la parole à Laura, qui va nous expliquer comment tout cela fonctionne et vers quoi on peut tendre pour essayer de faire reconnaître nos badges en matière de compétences à terme. Laura, on vous passe l'écran et les slides, enfin les vôtres. Oui, très bien. Est-ce que c'est bon? Je ne devrais pas tarder à s'afficher. Non, pour l'instant, on ne le voit pas. Et voilà. Voilà, C'est bon? Ouais. impeccable. Très bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire donc, du badge à la compétence. Merci de participer à cet événement. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger et partager avec vous sur ce thème, même si vous êtes nombreux en vacances. Donc, je vais me présenter très brièvement. Je suis Laura Collignon. Je travaille chez Youno, qui est un organisme de formation qui crée des MOOC professionnels. Donc, sur toutes les nouvelles compétences qui sont amenées par le digital. Donc, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de Youno. Je suis là pour échanger avec vous à propos du badge, ce nouvel outil pédagogique, plus spécifiquement dans la formation. Donc, je reviendrai juste un petit peu sur les MOOC. Ce sera un exemple parmi d'autres utilisations du badge. Alors, on va tenter de répondre à la question que j'ai indiquée ici. Donc, les badges sont-ils le reflet de compétences réelles ou sont-ils un réel gadget? Donc, bien sûr, avant d'en arriver là, on va répondre à des questions beaucoup plus basiques sur cet outil. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Comment est-ce que ça s'articule avec un diplôme? Où est-ce qu'on peut l'afficher? Qu'est-ce qu'on en fait? Et comme vous le savez, donc ce webinaire va être complètement interactif. Donc je vous invite à poser vos questions, même si vous n'êtes pas très nombreux, au fur et à mesure, et je tenterai d'y répondre. Généralement, Laura, il faut être tout à fait rassuré de ce point de vue-là. Nos participants posent des questions. D'accord, Et très bien. si ce n'est pas eux, c'est nous. Très bien. Alors, donc je vous remets un petit peu ici le programme de ce webinaire. Donc la première partie, qu'est-ce que le badge? On va partir à la découverte de cet outil et répondre à des questions comme qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une simple image? Qu'est-ce qui se cache derrière le badge? Comment on l'obtient? Dans quel contexte? Qui peut en créer? Et est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces outils? Ensuite, une deuxième partie où on va s'intéresser à la gamification et à l'engagement. Et on va se demander si c'est vraiment utile en formation. Et est-ce que ça marche? Et enfin, dans une dernière partie, on va davantage s'orienter compétences. Et là, on va explorer l'intérêt du badge au-delà de l'aspect gamifiant. Donc, qu'est-ce qu'il peut apporter d'autre? Quelle peut être l'articulation entre un badge et une compétence? Est-ce que c'est utile pour celui qui se forme? Est-ce que c'est utile pour le formateur? Et encore une fois, bon, c'est ouvert. Si vous avez d'autres questions ou des exemples à ajouter, n'hésitez pas. Parfait. Tout va bien? Niveau son, image? Très Ça bien. roule?
Alors, nous voici à la porte de la première partie. Donc, qu'est-ce qu'un badge? Et je vous ai mis un petit peu les 4 points qu'on va explorer. Donc, je vais vous proposer une petite histoire du badge, très rapide, promis. Ensuite, on va disséquer un badge pour savoir ce qui se cache derrière. Et enfin, explorer la confiance. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance dans le badge et qui l'utilise? Alors, donc vous pouvez en voir quelques-uns. Je vous en ai mis en arrière-fond des badges. Donc, ceux-là, ils sont numériques. C'est au badge numérique qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'avant d'avoir des badges numériques, on avait aussi des badges en tissu. Donc, le badge, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau en soi. Et donc, c'est pour ça que je vous ai proposé de retourner en arrière et de voir un petit peu son histoire. Donc, remontons à ses origines pour comprendre qui il est aujourd'hui. Alors, vous le savez peut-être, le système de badge, il est plus que centenaire. Donc, ils ont été utilisés dans le monde militaire, dans le monde sportif, mais aussi chez les scouts. Donc, je vous ai mis quelques petits exemplaires de badges en tissu scout qui datent un petit peu. Peut-être que vous en avez à la maison, d'ailleurs. Une histoire personnelle ou... Pardon? Une histoire personnelle ou... Non, non, c'est juste que j'ai cherché des badges scouts qui étaient vraiment très compréhensibles au premier abord. On voit tout de suite de quoi il s'agit et peut-être quelles compétences ça peut viser. Le scout Donc, bûcheron, le scout infirmier. Le scout voilà, infirmier. Le scout bûcheron, le scout infirmier et le scout qui construit un abri pour la nuit. Très bien. Alors, ensuite, dans les années 2000, les badges en tissu, ils vont trouver leur équivalent dans le monde numérique, notamment avec le développement des forums qui sont liés aux jeux vidéo. Donc, on va voir apparaître des petites insignes qui sont débloquées en fonction des actions des joueurs. Donc, je fais une action, j'obtiens un badge. Donc, c'est comme ça qu'est apparu en fait le badge numérique à l'origine. Donc là, je vous ai mis 3 exemples de badges. Le premier, celui avec le bonhomme, on l'obtient quand on a fini une mission. Alors, le deuxième, attention, on l'obtient lorsqu'on a réussi à chasser 69 motards. C'est un exploit. Et le troisième, on l'obtient lorsqu'on parvient à accomplir une mission à plusieurs. Donc voilà, ça montre un petit peu des compétences qui peuvent être attendues dans certains jeux. Mais surtout, à la fin des années 2000, le badge numérique, il va vraiment sortir du milieu du jeu vidéo et se faire connaître auprès du grand public, notamment grâce au réseau social Foursquare, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus utilisé, mais à l'époque, ça l'était quand c'est sorti. Les utilisateurs se connectaient dans un nouvel endroit et ils obtenaient un badge. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Il y avait donc un badge newbie lorsqu'on se connecte pour la première fois. Au bout de 10 endroits, on obtient un autre badge. Lorsqu'on check avec quelqu'un, on obtient un badge. Enfin, il y avait toute une logique de badge qu'on pouvait collecter et avoir sur son application. Et là, en fait, c'est le début vraiment d'une tendance qui va devenir mondiale et s'étendre à plein de domaines. Et pour Foursquare, ça a vraiment très, très bien marché. Ça leur a permis de dépasser les 15 millions d'utilisateurs. Même si, bon, ça marche surtout aux États-Unis. Après, on peut coupler ce système de badge avec autre chose. Par exemple, les utiliser pour avoir des réductions dans des enseignes. Donc, il y a vraiment un gros potentiel. Et donc, à partir de là, on va voir apparaître plein d'autres badges qui vont être utilisés dans des domaines très différents, parfois dans des cadres ludiques, parfois dans des cadres plus sérieux comme le secteur académique, mais aussi dans des entreprises, en formation professionnelle. Donc là, je vous ai mis 4 petits exemples, notamment un badge de l'entreprise IBM, ensuite un badge qu'on obtient quand on développe selon un certain langage, et ensuite des badges de MOOC. Voilà, donc promis, comme promis, c'était un petit retour en arrière très court. C'est fini pour la petite histoire du badge. Je trouvais ça intéressant de remonter en arrière pour vous faire comprendre un petit peu mieux ce que c'est et vous montrer que ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ce qui est récent, c'est la version numérique et l'utilisation en formation. Donc, vous le voyez un petit peu comment, tout au long de cette frise, comment l'obtention du badge est conditionnée. J'ai fait quelque chose, j'ai développé une compétence, je l'ai mise en pratique et j'ai obtenu ce badge. Dans le cas des MOOC, on obtient
un badge parce qu'on a suivi un cours et parce qu'on a fait un exercice ou parce qu'on a réalisé une action qui était demandée, on a obtenu le badge. Alors, puisque c'est lui qui nous intéresse, on va se pencher un petit peu plus sur ce badge numérique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, des badges numériques, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ils sont ronds, carrés, en étoiles, il y en a plein. Leur point commun, c'est que ce sont des images, ce sont des représentations visuelles d'une action. Donc, comme je l'ai mis ici, que ce soit d'une action réalisée, d'un apprentissage ou d'une compétence. Donc, quel que soit le contexte dans lequel on peut les obtenir, on les reçoit suite à quelque chose que l'on a fait. On a été actif. Alors maintenant, c'est très beau tout ça, mais on peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière cette petite image. Elle a l'air très anodine comme ça, elle est colorée, elle est sympathique, mais qu'est-ce qui se cache derrière elle? Donc là, je vais vous proposer de faire une petite dissection d'un badge. Donc voilà, il est là avec ce qui se cache derrière, on va un petit peu l'explorer. Donc déjà, bien évidemment, il y a une image, c'est celui qui a créé le badge qui l'a choisi. Mais il n'y a pas que ça. Cette image, elle contient de l'information. Donc en effet, il suffit de cliquer en fait sur l'image tout simplement pour s'apercevoir qu'elle contient en fait un bout de code informatique. Voilà, il est là, il existe derrière cette image et lui, il contient des informations. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme information? On peut y lire le nom du possesseur du badge, le nom de l'organisme, de l'entreprise qui l'a délivré, la date d'émission, les compétences atteintes et même parfois des dossiers de preuves. Donc, pour vous montrer ça d'un petit peu plus près, j'ai pris en fait un badge que moi je possède et je suis allée chercher son code. Donc, il est là, c'est le code de ce badge. Et donc, vous allez constater que même sans voir l'image, en fait, on va retracer l'origine du badge rien qu'à partir de son code. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit l'adresse d'où il vient, ce badge. Ensuite, on retrouve mon adresse mail à laquelle le badge est associé. Ensuite, on retrouve aussi l'organisme émetteur, enfin, le nom du cours auquel est lié ce badge. Donc ici, il s'agit du badge d'un MOOC qui s'appelle Innovation de rupture. On retrouve également l'URL qui est rattaché au badge, une adresse contact de l'organisme de formation et aussi un dossier de preuve. Voilà, donc tout ça encapsulé dans la petite image. Et là, je vous mets... Dans le dossier de preuve, Laura, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de preuve? Alors, ce qu'il y a dans le dossier de preuve, ça va dépendre de l'organisme, mais là, en l'occurrence, on va avoir un lien vers le site de YouKnow, où on a les conditions d'attribution, pourquoi la personne a obtenu ce badge, qu'est-ce qu'il fallait faire, et donc un lien tout simplement vers le cours. D'accord. Voilà. Après, ça dépend, je pense qu'on peut en mettre beaucoup plus, mais là, en tout cas, c'est l'essentiel. Et il y a la date d'obtention du badge, je suppose. Oui, ça doit être quelque part dedans. Je ne l'avais pas souligné, parce que il y a beaucoup d'infos. Mais oui, bien sûr, c'est également compris dedans. Mais là, je suis allée chercher le code. Sinon, tout ça s'affiche de façon beaucoup plus simple quand on clique dessus. C'est vers la fin, je crois que il y a l'heure, la date de Date originale. Oui, c'est ça. C'est vraiment... oui, je le vois. Donc, je l'ai obtenu le 27 mars. Je suis allée le chercher exprès pour le webinaire. Et donc, oui, il y a la date. Elle est ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui. Elle est là. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le badge, c'est vraiment loin d'être une simple image. C'est plutôt une sorte de symbole qui concentre plein d'informations. Voilà. Il y a des standards existants sur les données des badges, le formatage, une certification une authentification de l'émetteur, ou pour l'instant il n'y a pas de standard? Oui, il y a des standards. Il faut essayer d'inclure au moins 4 métadonnées basiques. Donc, c'est le nom de celui qui l'a obtenu, l'organisme émetteur, les conditions d'attribution. Et je crois que la dernière, ça doit être au moins une preuve d'obtention. Mais en général, on va le voir juste après, ce qui fait le crédit du badge, c'est plutôt l'endroit où on va le stocker qui, lui, va s'occuper d'un peu des vérifications.
donc la grande question qui rejoint un petit peu ce que vous venez de me demander, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les badges? Est-ce qu'ils ont vraiment un crédit aujourd'hui? Alors, en fait, la question se pose parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limite dans qui peut les attribuer. En fait, aujourd'hui, vous pouvez décider dès ce soir de créer vos propres badges pour accompagner et certifier la formation de votre choix. Donc, à l'heure actuelle, n'importe quel organisme peut émettre des badges et leur valeur, elle se base quand même surtout sur le sérieux et la crédibilité de celui qui va l'émettre. Donc, aujourd'hui, ils sont en fait vraiment dans une logique d'ouverture plus que de fermeture. Mais il y a une plateforme pour créer ton badge. C'est créé sur une plateforme. Oui, bien sûr. Je vais vous en montrer une tout à l'heure. Mais il y a quand même des éléments qui nous permettent d'avoir confiance dans le badge. Le premier élément, c'est le code. Déjà, ça, c'est un premier niveau de sécurité. Un badge numérique, c'est donc une page web qui est unique et qui est octroyée à une personne via une clé de sécurité. Donc, je pense que pour le commun des mortels, c'est presque impossible de dupliquer un badge, même si j'imagine que ça doit être possible pour certaines personnes qui ont des compétences dans ce domaine. Alors, bon, au-delà de ça, au-delà de l'aspect technique, qu'est-ce qui va permettre d'assurer de la confiance et de donner du crédit à un badge? Si n'importe qui peut en créer un, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir confiance? Donc déjà, comme on l'a vu, les métadonnées présentes au cœur du badge, elles vont le rattacher à un organisme émetteur. Et en plus, le rattacher à une personne. Donc, on peut déjà identifier le lieu d'où il vient, l'organisme qui l'a délivré, et on va pouvoir creuser son authenticité à partir de là. Mais surtout, en fait, ce qui va donner du crédit à un badge, c'est son caractère social. Parce qu'il n'y a pas que moi qui l'ai obtenu, ce badge, il y a toute une foule de personnes qui l'ont aussi obtenu et qui ont aussi obtenu ce badge qui se répand dans les réseaux sociaux, etc. Donc, si quelqu'un présente un badge, pour pouvoir examiner son authenticité, on va déjà remonter à la source et surtout examiner le réseau qu'il y a autour. Donc, on va pouvoir vraiment vite faire la différence entre un badge qui a un réseau qui est répandu et un qui n'en a tout simplement pas, qui n'a pas vraiment d'existence. Donc, le badge, c'est un objet vraiment social qui appartient à un écosystème. Pardon ? Comment tu fais pour valider le réseau, là, que le réseau est sérieux et solide et tout ça? Tout simplement, on va voir sur les réseaux sociaux qui a obtenu ce badge, est-ce qu'il y en a beaucoup, qui sont ses profils, est-ce que l'organisme émetteur est sérieux. Enfin, comme il est lié à tout un écosystème, c'est assez simple en fait de remonter et d'aller voir ce qui gravite autour du badge. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y a tout un écosystème autour? Okay. Ce qui fait la valeur du badge, c'est le nombre de gens qui l'ont? Ou au contraire, le côté sélectif est important? Non, je pense pas que le nombre de personnes soit important. Et le côté sélectif, c'est pas encore très important, je pense, pour un badge. Enfin, on verra que pour certains badges, il y a beaucoup le nombre de personnes qui l'ont à côté. C'est plus ça a un caractère motivant, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit un gage de qualité. Le gage de qualité, il est plutôt du côté de l'organisme émetteur. Qui l'a créé et qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'obtenir? D'accord. Donc, je voulais vous montrer que, en fait, construire un badge fictif, si on sait comment ça marche, c'est possible. Mais construire, oula, je suis allée trop vite. Mais construire l'écosystème, construire un réseau social fictif, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais avoir du mal à créer un faux badge et à le donner à plein de gens pour lui donner une crédibilité. Donc, en plus, personne ne va avoir intérêt à être associé à un faux badge qu'il n'a pas obtenu ou dont il ne connaît pas la provenance. Donc, pour l'instant, la sécurité du badge, elle vient surtout du fait qu'il est social. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus à ce propos, il y a eu pas mal d'interventions sur le net d'un monsieur assez calé en e-learning qui s'appelle Serge Ravet et qui conduit en ce moment des initiatives à l'échelle européenne pour explorer les possibilités du badge. Donc j'y reviendrai après parce qu'il y a vraiment plein d'études qui sont menées en ce moment sur cet outil. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Jean-Marc Robinet à l'appareil. Oui,
Ce que vous dites, c'est vrai que ça veut dire qu'il faut avoir un certain niveau d'information quoi, sur ce qui se cache derrière le badge, parce que ça n'empêche pas quand même des gens de créer des badges et de faire croire que c'est quelque chose de sérieux alors que ça ne l'est pas. Quoi. Donc ça veut dire qu'il faut être quand même informé suffisamment. Quoi. Par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, c'est vrai que j'apprends plein de trucs. Je ne savais pas forcément tout ce qu'il y avait derrière, mais je suis pas sûr que tout le monde ait ce niveau d'information. Oui, comme c'est un outil qui est encore pour l'instant, dans sa version numérique, il est émergent, donc c'est pas encore complètement rentré dans les habitudes. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être encore un peu flou pour pas mal de monde. Mais on va voir après qu'il existe des sortes de sacs à dos où on peut aller mettre, virtuels, où on peut aller mettre tous ces badges et accéder facilement à toutes ces informations. Pour l'instant, on n'a pas encore eu droit au scandale des faux badges, mais bon. Oui. Excellent. Le badge fictif, tu veux dire? Oui, le badge fictif, peut-être que ça viendra quand il sera vraiment devenu un outil fort et très utilisé. Et Payé très cher. Payé très cher. Alors, je continue. Donc, comment ça marche pour qu'on mette justement en place un système de badge numérique qui fonctionne? J'ai oublié un S. Donc, il nous faut trois ingrédients qui vont permettre que ça marche. Donc, déjà, un émetteur, quelqu'un qui va créer et attribuer le badge, un organisme, une entreprise qui est reconnue, qui existe. Et ensuite, un récepteur, donc la personne qui reçoit le badge, bon, ça c'est assez évident. Et ensuite, un appréciateur, donc qui lui va reconnaître la valeur du badge. Donc c'est là que ça commence à se corser et que ça commence à devenir un peu plus difficile de créer un faux badge. Là, l'appréciateur, c'est une autre façon de s'assurer de l'authenticité du badge, puisqu'il existe des entités qui vont se charger de vérifier tout ça et d'établir des normes. Alors, je vais vous en montrer un exemple. Ça fonctionne comme un tiers de confiance en quelque sorte? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, voici un exemple. Là, c'est le backpack de Mozilla, qui, eux, se sont vraiment intéressés au badge à partir de 2011 et qui ont vraiment permis l'essor de cet outil. Donc là, je vous ai montré voilà, mon backpack, qui n'est pas très rempli, puisque moi, je suis surtout en coulisses. Oui, alors il faut que j'arrête d'avancer les slides trop vite. Hop. Donc, ça, c'est une sorte de sac à dos virtuel où je vais pouvoir mettre tous mes badges. Donc là, il est un petit peu vide, mais à chaque fois que j'obtiens un badge, je vais pouvoir l'uploader ici. Et Mozilla va vérifier que c'est un badge qui est vraiment lié à un organisme de formation et va l'intégrer dans ce sac à dos. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à partir de ça? Je vais pouvoir classer tous mes badges, choisir aussi où les partager. À partir de Mozilla, je vais pouvoir obtenir une URL pour les mettre sur, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn. Et tout ça à travers la même interface. Donc les badges, ce sac à dos, il est vraiment privé par défaut. Donc ils sont visibles seulement par le possesseur du sac à dos. Et ensuite, je peux décider de les dévoiler à qui, comment, par quel classement. Voilà. Donc ça permet vraiment de créer des collections et de présenter des badges sur d'autres sites. Donc c'est là où je stocke mes badges à titre personnel, oui. Et c'est de là dont je peux décider de les diffuser ou sur les réseaux sociaux ou sur tout autre type de service web. Voilà, tout à fait. Je clique sur mon badge, on me dit public ou non, je dis public oui, et après on me donne les URL pour que je puisse les communiquer sur les différents réseaux. Voilà. Donc ça, c'est un programme qui a déjà été adopté par plus de 600 entreprises qui, elles, créent des badges et ce sont donc... on fait des partenariats avec Mozilla pour que ce soit vraiment bien reconnu, certifié et super sécurisé. J'avais une nouvelle question. Oui. Oui, il n'y a pas de minimum de prérequis pédagogiques auxquels, par exemple, Youno serait soumis pour que ce soit reconnu comme étant un badge par ce tiers de confiance? Non, il n'y a pas de minimum pédagogique. Pour l'instant, c'est vraiment assez ouvert. Il y a plein de types de badges. Il y en a qui sont utilisés. Il y a des badges tout basiques qui sont utilisés pour valider l'adhésion à un groupe.
C'est pas forcément affaire de pédagogie. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'importance sur les badges. C'est un badge parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça, d'accord. Alors après, tout dépend un peu de la réputation finalement de l'organisme enfin pas qui le délivre, enfin, pas le tiers de confiance, mais quand même. Par exemple, Youno, bon, on sait que ce sont des gens sérieux, donc forcément les badges délivrés par Youno sont sérieux, mais bon, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. En fait, c'est ça, la hiérarchie, elle va se faire en fonction de la personne. Moi, par exemple, j'ai des badges, j'ai pu obtenir des badges que j'estime pas trop sérieux, des badges qui valident quelque chose de peu, enfin qui moi ça m'intéresse pas de le montrer. Par contre, si j'ai un badge d'IBM ou d'une société que j'estime et qui peut être intéressante pour mon parcours, là, je vais le mettre en avant. Voilà. Donc, il y a déjà quelques entreprises quand même assez solides qui se sont alliées à Mozilla, comme la NASA, Disney. Enfin, c'est en train de se répandre. Voilà, donc ça c'est, je suis allée chercher le sac à dos de quelqu'un qui avait un peu plus rempli son sac à dos. Donc là on voit déjà un peu plus de badges et qui ne sont pas encore classés, mais après on peut vraiment les classer et montrer ce que l'on veut. J'avais une autre question, je suis un peu bavard, ça Non, me passionne. Est-ce qu'il y a une interopérabilité, on va dire, des badges avec les réseaux sociaux? Par exemple, est-ce que toutes sortes de badges peuvent être donc rendus visibles sur LinkedIn ou alors pas forcément? Est-ce qu'on peut les mettre aussi sur d'autres réseaux sociaux? Ou est-ce que chaque badge est lié à un réseau social? Comment ça se passe? Alors normalement, à partir de Mozilla, on peut les partager dans à peu près tous les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec LinkedIn, on peut. C'est vraiment prévu, on clique sur le badge, on dit que c'est public, et là on a l'URL pour LinkedIn, et ensuite on se rend dans son profil LinkedIn, dans la partie certification, et on ajoute l'URL qui a été donc du coup certifiée par Mozilla. D'accord. Voilà. Bon, LinkedIn, ça a un petit peu changé dernièrement, donc je trouve que c'est moins bien mis en valeur. C'est tout petit maintenant, donc j'espère que ça va encore un petit peu évoluer pour que ça redevienne plus visible, parce que là, on a un peu perdu en visibilité, que ce soit pour les certificats ou les badges. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... C'est quoi la différence entre les certificats et les badges? Alors, ça dépend. Le certificat, c'est délivré par un organisme de formation. Le badge, comme on a vu, il y en a plein, c'est une plus petite échelle et il y en a plein des possibles. Ils ne sont pas forcément chacun intéressant. Oui, voilà, ils ne sont pas forcément réglementés. Dans le cas d'Uno, on le verra tout à l'heure, en fait, au bout de plusieurs badges, on obtient un certificat qui est émis là par l'organisme de formation, par contre. Donc, je sais pas. C'est une logique de validation d'un parcours que de validation d'une étape qu'on trouvera plutôt dans le badge. D'accord. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors là, je vous ai mis justement quelques types de badges qu'on peut retrouver, notamment dans les formations. Donc, les badges d'encouragement et de réussite, donc eux, on en parlait, eux, ils sont plus là pour signaler une étape. Donc, ce n'est pas forcément une compétence affichable, mais c'est un badge qui signale une progression. Ensuite, on a des badges d'adhésion qui, eux, vont afficher plutôt l'appartenance à un réseau plus vaste. Et là, ce sont les badges qui commencent à nous intéresser, les badges de capacité. Eux, ils vont justifier l'acquisition d'une connaissance ou d'une compétence. Donc, soit j'ai répondu à un quiz, à un questionnaire, j'ai interagi dans un forum, ou bien j'ai réalisé un exercice, j'ai livré quelque chose, j'ai réalisé quelque chose. Ensuite, on a aussi les badges de participation. Donc, eux, ils vont valoriser l'implication dans un événement, dans une activité. Ensuite, les badges de collaboration. Eux, ils vont valider le fait que j'ai su travailler en groupe, rejoindre un collectif et m'y impliquer. Et également les badges de production, là, qui sont directement liés à quelque chose que j'ai produit, à une création. Voilà. Il y en a plein, mais ça, c'est les 4 derniers, c'est ceux qui peuvent nous interroger, enfin même tous en fait, qui peuvent nous intéresser en formation. Oula, je vais trop vite. Alors, donc les badges, là, je vous ai montré quelques exemples.
mais ils ne sont pas seulement utilisés pour les cours en ligne ou pour les jeux vidéo, comme on a pu le voir tout à l'heure. Le phénomène des badges, il a vraiment amené plein d'acteurs du monde académique et de la formation à revoir leur manière de faire au niveau pédagogique. Donc, je vais essayer d'aller vite, mais je voulais vous montrer quelques exemples d'utilisation de badges. Donc, dans les écoles, les collèges, voilà, j'ai écrit les collèges et les lycées, eux, ils ont utilisé les badges comme des outils d'accompagnement et de motivation de leurs élèves. Donc, je vous ai mis un exemple qui s'appelle, donc c'est une plateforme qui s'appelle NetMath, donc c'est une plateforme québécoise. C'est un outil d'aide aux devoirs qui va permettre aux élèves de pratiquer et de développer leurs compétences en mathématiques de façon autonome, tout seul à la maison. Donc, il y a plus de 300 000 élèves dans le monde qui utilisent cette plateforme et des milliers d'enseignants, forcément, qui vont s'en servir. Donc, elle va offrir aux élèves des situations d'exercice qui sont accompagnées d'une logique de badge qui va donc accompagner leur progression avec plusieurs niveaux d'avancement et aussi des badges de compétences un peu plus transverses. Donc, pour valoriser leurs compétences en communication, en coopération, s'ils ont travaillé à plusieurs, pour valoriser un petit peu leur créativité. Et bien sûr, des badges d'accomplissement pour signaler la fin de l'acquisition d'un contenu. Un autre exemple qui est, je trouve, plutôt réussi et très beau, c'est Classcraft. Encore une fois, c'est au Québec. Donc là, c'est une plateforme de jeux de rôle, encore une fois, pour accompagner l'apprentissage en classe. Donc les élèves vont incarner un personnage médiéval, donc soit un guérisseur, un mage, avec des pouvoirs magiques. Et ils doivent en fait accomplir des tâches en classe pour recevoir des points ou des badges sur cette plateforme. Donc, c'est un prof qui a créé cette plateforme pour réussir à stimuler la coopération entre les élèves. Donc voilà, ça permet d'améliorer la motivation, les performances, bien sûr, et puis aussi, évidemment, les savoir-être, comme le fait de réussir à collaborer, le leadership. Et donc, voilà, on a à peu près 7000 enseignants qui se servent de cette plateforme. Donc là, vous pouvez voir le profil d'une élève qui a obtenu, qui a débloqué certains badges. Dans les universités aussi, on s'intéresse aux badges, c'est pas que pour les enfants. Donc évidemment, le diplôme reste l'élément clé quand on veut évaluer et certifier un étudiant, mais on va avoir des badges qui vont venir compléter et un petit peu nuancer le diplôme. Donc là, on a l'exemple de l'université Davis, California, qui a testé un système de badges dans un programme sur l'agriculture durable. Donc, les badges ont été utilisés pour développer certaines compétences qui sont plus transverses et qu'on a un peu du mal à évaluer dans le cadre d'une matière. Donc, par exemple, après, c'est des sujets un peu techniques, mais la compréhension des valeurs, la communication interpersonnelle. Et ça va permettre aux professeurs de suivre la progression des étudiants et à mieux valoriser leur progression et leur parcours. Alors, ça ne s'arrête pas là. Si vous pensez que la logique des badges, elle n'intéresse que les enfants, les étudiants ou les adultes qui aiment les jeux vidéo, cette partie, elle est pour vous, car je vais vous démontrer le contraire. Alors, soyez attentifs parce qu'une devinette vous attend dans à peu près 20 secondes. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Moi, c'est cet exemple-là, celui que je vais vous montrer, qui m'a fait m'intéresser de plus près au badge et creuser le sujet. Donc ici, on a deux plateformes qui sont destinées aux chercheurs en mathématiques. Donc ce sont des forums d'échange, de questions sur des sujets qui sont, en tout cas pour moi, j'imagine pour le commun des mortels, complètement inaccessibles. Donc, a priori, ces forums, ils sont destinés à un public de scientifiques qui est, pour moi, comme je le pensais, pas du tout concerné par la logique des badges et par la gamification que ça peut entraîner. Donc, c'est ce que je pensais. Sauf que sur l'un de ces deux forums, celui de droite, il a fait vraiment du badge un élément de son ADN, de son identité. Comme vous pouvez le voir, à droite, il y a vraiment une catégorie badge, tout comme il y a une catégorie question.
Et une de ces plateformes, elle a complètement disparu. Elle s'est tarie et plus personne ne vient. Tous les gens sont allés sur l'autre. Donc quelque chose n'a pas marché. Et c'est l'autre plateforme qui a tout absorbé. Alors, la stratégie de mettre les badges en avant, est-ce que ça a payé ou est-ce qu'au contraire, ça a complètement discrédité le forum? Donc je vous pose la question, à votre avis, laquelle des deux a survécu? On peut faire appel à un ami ou répondre spontanément? Réponse spontanée. Est-ce que c'est le forum très sérieux du badge ou est-ce que le même avec une logique de badge très poussée? Si tu t'y es intéressé, on va penser que c'est plutôt à droite. Ce serait plutôt Matt Overflow. Exactement. Exactement. Alors, moi, j'étais vraiment très étonnée parce que vraiment, le premier forum, il est complètement. Enfin, il est taré, c'est terminé. Ils sont tous partis sur l'autre. Donc, il y a plein de raisons, évidemment, qui expliquent ça, mais les badges ont joué un rôle important là-dedans. Et je suis tombée sur des autres forums où on a des chercheurs en maths, des équivalents de prix Nobel qui se posent la question des badges. C'est assez étonnant. Donc, les badges, ça n'intéresse pas que les enfants, les ados, les étudiants et les fans de jeux vidéo. C'est la carotte. Oui, mais pas que, on va voir ça. Ouais, et puis le fait aussi que ça donne de la valeur à l'information. Un forum d'échange, c'est de Ouais. c'est un réservoir à information structurée, etc. Les badges donnent de la valeur à l'information dès que l'émetteur de l'information a une compétence reconnue. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Je vous l'ai mis juste après, d'ailleurs. Ils ont mis donc complètement en place plein de badges. On voit combien de personnes les ont eus, qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'avoir. Et donc, c'est le concours de celui qui aura le plus de badges parmi des chercheurs en maths. Moi, ça m'a vraiment étonnée. Attends, vas-y, répète, quand j'ai pas compris. C'était quoi? Il fallait montrer quoi par rapport au badge? Pardon? J'ai pas compris la logique derrière. Pourquoi ça a titillé les chercheurs là? Pourquoi ça leur a plu là? Pour ce qu'il fallait faire quoi par rapport au badge? Il fallait qu'ils en collectent le plus possible ou quoi? Non, pas forcément. En fait, non, y a pas de. On leur dit pas d'en collecter le plus possible, mais il y a eu une logique d'émulation qui s'est mise en place. Et à partir du moment où ils en ont gagné un, ils se sont mis à voir comment je pourrais en gagner un autre. Et puis ça s'est entraîné comme ça naturellement. Et du coup, ils se retrouvent à collecter un petit peu les badges. Donc on peut voir à droite ce qu'il fallait faire. C'est question de score, de est-ce que j'ai créé une question qui a eu 1000 vues, 2500 vues, 10 000 vues. Ça résonne un petit peu avec ce qui se passe dans le monde académique où on s'interroge combien de personnes ont lu mon article, combien de fois il a été partagé. Et du coup, ça a bien fonctionné, ça a été assez naturel. Ça optimise les leviers en fait dans ce secteur. Exactement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois, peut-être un peu. Je peux préciser. Hein. Là, je comprends pas bien. Je comprends pas bien là. Donc effectivement, j'ai créé une question qui a été lue par 100 personnes. Ça m'apporte des points pour gagner un badge ou c'est quoi? C'est tous les composantes pour gagner des badges? C'est ça. Il y a plein de Enfin, il n'y a pas que le nombre de personnes, il y a plein d'autres caractéristiques qui vont permettre au chercheur de gagner des badges et ensuite sur son profil, il va pouvoir les accumuler aussi. D'accord. Voilà, encore une fois, c'est lié à une action ou aux conséquences de ce que moi j'ai mis en ligne. D'accord. Voilà. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des exemples d'utilisation dans les entreprises avec des badges de compétences qui, peut-être dans une logique par exemple d'onboarding, qui demanderaient en fait à leurs salariés d'obtenir un certain nombre de badges dans un certain délai, enfin est-ce que ça existe ça? Oui, ça existe, on va le voir dans à peu près 5 minutes. C'est bien, vous anticipez toutes les parties suivantes, donc c'est super. Ah d'accord. Là, je voulais prendre ensuite un exemple issu de la formation et forcément vous parler d'un exemple que moi je connais bien, l'exemple des MOOC. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici connaît bien les MOOC. Je pense que tout le monde oui. avec ça. Ouais. Oui, ça va. Oui, ça va. Donc, pas besoin de faire de petits rappels. Est-ce que je fais quand même un petit rappel pour ceux qui sont en vacances? Non. Non, ils n'avaient qu'à être là. Voilà. Ils avaient qu'à être là. Bon, je vais quand même prendre une petite minute, même 2 minutes, pour qu'on soit bien tous en phase avec la définition de ce nouvel outil d'apprentissage. Donc, un MOOC, le M pour
massif. Donc, ça veut dire que c'est pour tous, que n'importe qui peut s'inscrire à un MOOC, les professionnels, les particuliers, les étudiants, les retraités, les actifs. Le O, c'est pour open, donc ça veut dire que c'est ouvert et gratuit. Le deuxième O, c'est pour online, donc c'est une formation qui est 100% en ligne. Et on va apprendre à distance en intégrant une communauté. Et le C, donc c'est l'idée de parcours avec un rythme de travail, une date de début, une date de fin, et des ressources qui sont mises à disposition tout le long du parcours. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, donc j'ai pris un exemple, c'est le MOOC gestion de projet. Donc c'est un MOOC qui permet d'acquérir des compétences en gestion de projet. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un profil de participant qui, lui, a été très gourmand parce qu'il participe à toutes les éditions du MOOC. Donc, il a collecté pas mal de badges sur son profil. Donc là, vous pouvez voir les exemples de badges qui ont été obtenus. Donc, il y a des badges qui sont obtenus parce qu'on a répondu à un quiz et d'autres qui sont obtenus parce qu'on a fait quelque chose de plus poussé, parce qu'on a participé à une activité individuelle ou en groupe. Donc, dans le MOOC, le badge, c'est vraiment un marqueur de succès et de progression, et aussi d'acquisition de certaines compétences. Donc voilà, après, évidemment, on peut les passer dans son sac à dos virtuel. Mais dans le MOOC, le badge, c'est vraiment une véritable quête. Si j'obtiens les 4 badges, j'obtiens d'un MOOC, j'obtiens le certificat authentifié. Donc là, c'était particulièrement intéressant parce que c'est le certificat authentifié de l'organisme de formation, mais aussi d'une école. Voilà, donc si je peux vous faire un petit retour d'expérience chez Youno, comment ça se passe les badges, on voit que pour les participants, pour les personnes qui s'inscrivent à nos MOOC, c'est devenu quelque chose de très important. Même si on pense, nous, ici, que le potentiel est encore sous-exploité et qu'on va le développer dans les années à venir, on a énormément de retours de gens, s'ils n'ont pas obtenu leur badge, pour eux, on sent que c'est très important et qu'ils sont soucieux de l'obtenir et de le mettre en valeur après le MOOC. Alors, maintenant, je vous propose de voir... de timing, si vous pouvez accélérer un petit peu. Oui. Tout ça est passionnant, mais voilà, je sais que l'agenda de chacun est contraint aussi. C'est vrai, exact. Bon, je vais tenter d'accélérer un petit peu. Donc, là, on va passer à la partie qui va répondre à une question qu'on a eue tout à l'heure. Comment le badge peut intéresser l'entreprise? Donc, les badges ils vont pouvoir être utilisés par la fonction RH comme outil de gestion des talents et des compétences. Et pour les salariés, ils vont permettre de communiquer sur leurs compétences. Bien sûr, en admettant que ce soit quelque chose qui soit devenu, qui soit entré dans les mœurs de l'entreprise. Je vais vous proposer d'illustrer par l'exemple, ce sera beaucoup plus parlant. On va parler d'IBM. IBM, bon, je ne vous la présente pas, c'est une entreprise mondiale pour qui ça marche plutôt bien. C'est une société multinationale américaine qui est présente dans près de 150 pays et qui a presque un demi-million de salariés. Donc, autant vous dire que la formation chez eux, c'est stratégique. Ils ont créé une division entière pour ça. Et eux, ils ont mis en place un système de badge. Ils en ont fait quelque chose d'assez central qui marche très bien aussi et qui va permettre de se former et ensuite d'utiliser ces badges pour toutes sortes de choses. Donc, eux, ils mettent en avant le fait que c'est un outil de communication, surtout. Bon, j'essaie d'aller un petit peu vite. Mais en fait, ces badges, ils sont ouverts aux employés d'IBM, mais aussi aux personnes extérieures qui souhaitent obtenir une reconnaissance de leurs compétences. Alors, il faut savoir qu'IBM a mis en place des certifications, mais qu'ils ont voulu aller encore plus loin avec le badge, pour que les gens puissent communiquer encore plus facilement sur leurs compétences. Donc, bon, évidemment, IBM communique pas mal là-dessus. Ils font des vidéos sur YouTube pour en parler. Donc là, je vous ai mis quelques éléments. On a des vrais résultats en termes de formation, une augmentation du nombre de téléchargements, du nombre d'inscriptions de gens à leur formation. Les gens se sentent plus engagés, ils sont plus curieux de l'entreprise, ils se sentent liés à l'entreprise après avoir fait cette formation, après avoir reçu le badge.
il le diffuse beaucoup. Et on a aussi un impact sur les réseaux sociaux, puisque quelqu'un qui a un badge IBM va avoir son profil beaucoup plus consulté. Ah oui, 6 fois plus, c'est énorme. Oui, 6 fois plus. C'est vraiment énorme et en plus, ça génère également beaucoup de vues. Alors, eux, ils sont allés jusqu'à créer un moteur de recherche pour que les gens puissent rechercher les badges disponibles. Et j'ai pris un exemple de badge. Donc, c'est le badge Design Thinking, donc justement, qui est une compétence très demandée et très à la mode. Et donc, ce badge va vraiment cibler une compétence. Et pour l'obtenir, il fallait remplir des tâches qui sont ici listées. Et voilà, on voit également le nombre de personnes qui l'ont décroché. Le badge IBM a eu l'intelligence de mettre en place ce badge et de l'attribuer aux personnes qui avaient déjà la compétence avant que le badge n'apparaisse. Donc c'est une force du badge, c'est de pouvoir rendre visible ce qui n'était pas forcément visible avant, déjà de reconnaître ce qui existe. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur cet exemple, sur l'utilisation des badges chez IBM? Non. Non, bon, c'est très bien, comme ça on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant qu'on a vu ces différents exemples dans des secteurs variés et parfois inattendus, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que le badge il fonctionne? Donc la deuxième partie, elle va tenter de répondre à cette question. Donc là, on va s'intéresser à la gamification. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est un concept qui est très en vogue en ce moment dans la formation. Avec Hildy, on est au courant aussi. Hein. Ouais. Pardon? Avec Hildy, on est quand même au courant aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Je m'adresse à un public qui sait ce que c'est sûr. Et même si on trouve, enfin, à titre personnel, je trouve qu'en ce moment, c'est un terme gamifié, des parcours gamifiés ou des outils gamifiés qui est un peu usurpé pour certains. Un peu usurpé. J'ai pas entendu le dernier mot. Je disais, certains se targuent d'avoir des outils ou des parcours gamifiés et je trouve que le terme est parfois un peu usurpé. Ah, je suis d'accord. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on va voir là, qu'il y a différents types de gamification et qu'il y a aussi plusieurs niveaux. Alors, je vous ai remis une petite définition, mais bon, comme vous êtes déjà des connaisseurs de la gamification grâce à notre hôte aujourd'hui, donc gamifier, c'est le fait vraiment d'utiliser des mécanismes et toutes sortes d'éléments qui viennent du jeu vidéo, du jeu en général, pardon, pour motiver et engager un public. Alors oui, mais c'est ce que nous disait tout à l'heure un participant, il y a plusieurs types de gamification puisqu'on peut l'utiliser aussi en marketing, on peut l'utiliser dans une logique plus de jeux vidéo, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, la gamification, elle, qui est réellement pédagogique, qui va chercher à développer les compétences et à augmenter l'effet des formations, pas juste chercher à divertir ou à amuser. Alors, il y a plusieurs niveaux de gamification. Donc déjà, le premier, c'est d'utiliser un petit ingrédient ludique. Ça, c'est le badge. Ensuite, on peut utiliser un mécanisme de jeu. Là, par exemple, ça va être un mini-jeu, un jeu de cartes. Et ensuite, on peut utiliser un jeu pour échanger et partager. Alors, je vous avais mis très rapidement des exemples de gamification. Ça, c'est un mini-jeu qu'on avait créé pour faire réviser des participants sur des notions d'immobilier et de finance plutôt difficiles à absorber. Et là, ça permettait de réviser en s'amusant et de retenir du coup. Ensuite, niveau 3 de gamification, on avait créé un jeu de rôle qui prenait la forme d'une immersion dans une entreprise qui crée des drones qui n'existent pas encore. Donc là, il y a un véritable aspect social, une interaction avec les autres participants et une progression au fil des semaines qui devient un petit peu addictive. Donc on attend le prochain épisode du jeu de rôle, comme on attend l'épisode de sa série. Donc je vous ai remis une petite citation qu'on entend beaucoup quand on travaille dans le secteur RH ou dans la formation en entreprise. Jouer en formation, ça ne sert à rien. Nos collaborateurs sont là pour apprendre, pas pour s'amuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais ouais. Nous, c'est ce qu'on dit tous les jours. voilà. Alors, Oui, pourquoi est-ce que... oui, pardon. Oui, Je peux vous interrompre. Dans ce genre de réflexion, le problème dépasse le cadre de la formation. C'est vrai. c'est vrai. Mais quand même, il y a quand même des bonnes raisons pour gamifier, notamment parce qu'on aime jouer. En France, notamment, on a près de la moitié de la population qui joue régulièrement à des jeux. Et c'est pas que des jeunes. Il y en a quand même 75% qui ont plus de 18 ans, avec une proportion bien répartie entre les hommes et les femmes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une pratique plutôt bien répandue. C'est quelque chose qui fait partie de la culture. Et il faut rappeler que l'industrie du jeu, c'est la première industrie culturelle en France. Donc, Je voudrais juste préciser une chose. Je pense qu'il ne faut pas réduire la gamification à l'aspect ludique non, au bien jeu. sûr. De la gamification, Bien sûr. pour moi, il y a aussi apprendre par l'action, être engagé dans évidemment. l'action, résoudre des situations problèmes, etc. Donc ça va. Et ce côté motivant, voilà. Il n'y a pas que l'aspect ludique qui motive. Je pense à vouloir jouer entre guillemets. Oui, bien sûr. En fait, pourquoi est-ce qu'on aime jouer? C'est aussi parce qu'on a une interaction avec les autres. C'est un autre élément de motivation, ça va être l'aspect social. Je joue, mais je retrouve les autres, j'échange, je partage, j'apprends, je suis en émulation, en compétition. Donc, effectivement, bien sûr, il n'y a pas que l'aspect ludique. Donc, bon, voilà, j'ai juste voulu rappeler rapidement pourquoi est-ce qu'on gamifie. Donc, pour, bien sûr, maintenir l'attention, motiver l'action. Et le badge participe de tout ça. Bon, j'essaie d'aller vite parce que je vois l'heure qui file. Tout à fait. Je pourrais l'écouter des heures. On pourrait continuer longtemps, mais on est quand même... c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, le badge, il va vraiment récompenser cet effort et un petit peu gamifier l'avancement. Voilà, j'essaie de bien cibler l'essentiel. Donc, le badge, c'est un élément de gamification. Il va donner un rythme. Il va également engager et motiver celui qui participe, mais il va aussi valider et certifier les compétences. Donc, c'est notre toute dernière partie. Maintenant que le terrain, il est bien posé, que vous savez tous ce que c'est qu'un badge et que ça rentre dans le processus de gamification de l'acquisition de compétences, on va passer au niveau du dessus et s'intéresser au lien entre badge et compétences et à ce que ça apporte au-delà de la motivation. Alors, donc vous savez tous ce que c'est, ce qui est à l'écran. Ce sont des Lego. C'est pas des Duplo. Oui, ou des Duplo peut-être. Alors, le badge, c'est vraiment super pour gamifier, mais il existe plein d'autres moyens pour gamifier. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on va continuer à utiliser le badge alors qu'il y a d'autres façons plus poussées de gamifier? En fait, l'intérêt du badge, il va au-delà de la gamification, parce que si on joue le jeu, si on se constitue un petit portfolio, un petit sac à dos de badge, ça peut avoir pas mal d'intérêt en termes de formation et de gestion de ses compétences. Donc, le badge, je vous invite vraiment à le voir comme une brique élémentaire, comme un Lego qu'on va assembler à un autre Lego, puis à un autre Lego pour créer quelque chose. On va pouvoir le bricoler et parce que c'est vraiment facile de s'en servir et de se l'approprier. Donc, si on transpose ça au monde de la formation, on va pouvoir l'utiliser, le badge, cette brique élémentaire, pour donner une idée plus nuancée et plus concise de son parcours, pour en donner une version vraiment fidèle et personnalisée. Parce que un titre, un diplôme, il y en a des centaines, enfin, il y a peut-être des milliers d'autres personnes qui ont le même que vous, et c'est assez normalisé, ça ne rend pas compte de toute la richesse du parcours d'une personne. Donc, ça permet vraiment de nuancer un parcours et de refléter la diversité du parcours. Alors, pour que ça vous parle un peu plus, je vais prendre un exemple, c'est celui de Marie. Donc, Marie, elle a un diplôme, un master en commerce international, avec plusieurs matières répertoriées, éventuellement une spécialité. Elle a aussi un CV qui va retracer son parcours et qui va valoriser ses expériences professionnelles. Mais qu'est-ce qui reconnaît, qu'est-ce qui va valoriser et donc communiquer aussi ces expériences qui sont plus informelles? Alors, par exemple, comment est-ce qu'on va savoir qu'elle a voyagé plusieurs semaines en Afrique,
qu'elle a vécu et travaillé en Amérique latine, qu'elle a développé des compétences de management interculturel, ou qu'elle a une excellente résistance au stress puisqu'elle a vécu dans des contextes un petit peu spéciaux. Alors en fait, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est qu'on est beaucoup plus que notre diplôme et que peut-être nos expériences professionnelles. Nos parcours personnels et professionnels, ils sont différents, ils sont variés et multiples. Donc le badge, c'est une solution, un outil de reconnaissance et de valorisation des apprentissages qu'on a pu faire dans plein de contextes différents. Donc leur potentiel, il est là parce qu'ils vont permettre à chacun de prendre possession de leur parcours d'apprentissage. Donc grâce au badge, Marie, elle pourrait visualiser son parcours, réussir à mettre toutes ses briques les unes à côté des autres et les organiser, les articuler en fonction de son objectif, en fonction de ce qu'elle vise. Et elle va pouvoir aussi donner une place à toutes les compétences, même informelles, qu'elle a obtenues. Puisqu'elle va pouvoir aller chercher des compétences qu'elle a obtenues dans différentes formations, dans différentes expériences et même dans des contextes plus informels. Voilà, donc je vous avais mis un petit rappel sur formel, informel et montrer que vraiment l'aspect informel, il va pouvoir être valorisé par le badge. Voilà. J'avais une petite remarque là-dessus. Je pense que ce que vous dites, c'est d'autant plus intéressant que aujourd'hui, enfin avec les nouvelles générations, il y a une mobilité beaucoup plus grande en fait dans les entreprises, quoi. Donc ça permet effectivement de valoriser un parcours même si on change d'entreprise. Donc de capitaliser finalement sur ces expériences et apprentissages successifs. Exactement. Comme tout va aussi plus vite et qu'il y a plein de nouvelles compétences, qu'on est censé les acquérir aussi très vite, en fait, très rapidement, notre diplôme, il est plus vraiment en phase avec ce qu'on sait faire et avec ce qu'on a aussi besoin de savoir faire pour être vraiment employable. Exact. Donc voilà, j'ai résumé ici un petit peu les différents intérêts du badge, donc vraiment de nuancer le parcours, de donner une place à tout ce qui est informel et qui n'est pas reconnu par un diplôme, et aussi pour donner de l'importance à toutes les nouvelles compétences du XXIe siècle, qui vont, comme on l'a dit, très rapidement, qui sont très rapides. Je vous ai juste mis une petite bulle sur, du coup, le badge, le diplôme, comment est-ce que ça s'articule. Le diplôme va rester évidemment essentiel dans le processus d'évaluation, mais il pourrait être complètement bonifié par les badges. Les badges pourraient être complémentaires au diplôme, dans un monde où ils seraient devenus monnaie courante. Ça va remplacer comment on appelait ça avant oh là là, quand vous aviez une super note, la mention. Le bon point. Oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent de la mention. C'est le petit plus au diplôme. Pourquoi pas? Après, ça dépend vraiment quelle place on décide de lui donner. C'est un petit peu la question avec le badge. Alors voilà, si ça vous intéresse de créer des badges, je vous ai mis la référence principale. Il y en a plein, mais c'est principalement cet outil qui va permettre de les créer assez facilement. Et ensuite, je voulais finir sur prendre un petit peu de recul et vous montrer que le monde s'intéresse au badge, pas quelque chose qui est isolé et dans son coin. C'est vraiment en train de se développer. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller creuser ces différentes initiatives qui sont assez diverses. Et la carte à droite, c'est une carte qui vise à regrouper un petit peu toutes les initiatives de badge pour savoir ce qui existe et savoir ce qu'on peut éventuellement créer chez soi. Voilà, donc juste pour conclure, le badge, c'est vraiment plus qu'un simple gadget et il peut être le reflet de véritables compétences. Et ils vont au-delà de ça, ils ont un vrai potentiel en termes de formation et de compétences qui ne demandent qu'à être déployés. Voilà, donc il ne s'agit pas de remplacer les diplômes, mais d'ajouter des nuances pour que chacun soit maître de son parcours et puisse refléter toute sa richesse. Voilà, et encore une fois, c'est un concept qui est émergent, donc même s'il est déjà pas mal utilisé, il n'est pas encore complètement reconnu et il doit encore gagner ses lettres de noblesse. Super, voilà, merci beaucoup Laura. J'imagine qu'il y a encore quelques questions.
Oui, moi j'ai une question par rapport à l'aspect informel du badge. En fait, pendant presque toute la présentation, on a vu que le badge était soumis à des conditions pour l'obtenir. Oui. Et ensuite, vous avez parlé du fait que le badge pouvait valider des compétences acquises de manière informelle. Mais du coup, comment on les valide, ces compétences acquises de manière informelle? C'est une bonne question. En fait, c'est quelque chose qui reste vraiment à développer. Il y a, il y a des initiatives qui existent. On peut viser une compétence dans un organisme, mais c'est vrai que ça reste encore à développer. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est le potentiel qui existerait s'il y avait plus d'initiatives autour du badge et s'il devenait un peu plus commun. D'accord. Le potentiel de cristalliser l'informel à travers les badges. Donc il y a encore un peu de boulot. Il y a encore du boulot, oui, c'est sûr. C'est vrai que cette partie-là qui est plutôt prospective est vraiment très intéressante. Arriver à faire que l'on puisse reconnaître des compétences acquises en dehors de savoirs structurés ou de démarches structurées, c'est quand même souvent des choses qui sont essentielles pour percevoir la capacité de chacun, sa compétence, au-delà de son diplôme et de sa formation initiale ou de sa formation continue. Et donc, si on arrive, ou si les badges contribuent finalement à mettre en exergue ces compétences dites informelles, ça peut être très, très intéressant et très riche pour tout le monde. Tout à fait. Autre question? Est-ce qu'il y a des organismes d'État qui s'intéressent je sais pas, la régulation des badges, ou ça reste quelque chose de très lié au domaine privé? Des organismes d'État, je ne sais pas. Non. Je sais qu'il y a des universités publiques qui s'y intéressent, toutes sortes de sociétés qui sont, mais après publiques, ça je ne sais pas. Il n'y a pas de certificateur, il n'y a pas de reconnaissance officielle pour l'instant. Mais il y a un registre national des diplômes, normalement, non? Et il ne s'intéresse pas à ces aspects-là? Oui, je pensais à ça, ouais. Les badges sont pas classifiés. Il n'y a pas de nomenclature, il n'y a pas de, voilà, on donne un peu le nom qu'on veut à un badge, soit pour une petite activité ou pour une grande compétence. Et tant qu'on n'a pas cette nomenclature ou cette classification, pour l'instant, on n'a pas, c'est pas une médaille en chocolat parce que c'est délivré par des organismes de formation, mais ça n'a pas plus de valeur pour l'instant, un badge, qu'une attestation de formation. Voilà. Mais c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Mais... Oui. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous propose de vous rendre votre liberté. Un grand merci à Laura, c'était vraiment très clair, merci. très précis. Ouais, bravo. Bravo. Tout le monde a appris plein de choses. Merci beaucoup pour cette invitation. Préparation, c'était top. Et puis donc, on se quitte ce soir et on se donne rendez-vous mardi 18 avril. Et là, on va causer machine learning et deep learning. Encore un beau sujet. Voilà, on va essayer de voir ce qui se cache derrière ces deux termes-là, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser en formation. Qu'est-ce que vient faire learning dans ces deux appellations? Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci encore Laura. Et donc, merci Laura. Bon happy hour.